32 mystères, 7 niveaux. Nous commencerons par les plus sombres et dérangeants. Et, à mesure que nous descendons dans le tableau, les mystères deviendront de plus en plus sinistres et terrifiants. Commençons par la pointe de l'iceberg. Niveau 1. Paranoia.com. Paranoia.com était un site de libre expression créé par Kevin TX en 1994, juste au moment où le World Wide Web est devenu disponible pour le public. C'était un site extrêmement populaire avec une gamme bizarre de sujets, allant de choses comme le dessin animé Les Simpsons, aux jeux à boire à thème Star Trek. Mais comme tout site qui héberge la liberté d'expression, il a également attiré le côté obscur d'Internet. Des sujets illicites comme le cannibalisme, l'aide au suicide, la prostitution, la pédophilie et la pornographie étaient extrêmement populaires sur le site. Il a été fermé en 1999, mais en 2000, l'URL était détenue par une société allemande et redirigée vers les utilisateurs vers une page française. Aujourd'hui, ce site web controversé redirige les utilisateurs vers le site web de Disney. Personne n'a pu comprendre pourquoi la société prétendument orientée famille toucherait un tel site controversé avec une perche de 10 pouces. Certains ont dit que Disney avait acheté le domaine à cause de son infamie et pour obtenir plus de visites sur leur site. Ou la vérité est-elle plus proche de chez nous ? Il s'avère qu'en 2000, il y avait une émission de télévision familiale de courte durée appelée Paranoia sur Fox Family. Elle avait même son propre site web. Vous l'avez deviné, paranoia.com. Donc, lorsque Disney a acquis Fox Family en 2001, tous les domaines web associés à Fox Family, y compris celui-là, auraient pu être transférés à Disney. Mystère résolu ? Disney ne parle pas, donc seul le temps nous le dira. I'm seeing gnomes. Pour certains, les gnomes sont de petits ornements de jardin qui se détendent à l'extérieur. Mais pour d'autres, les gnomes sont de minuscules êtres espiègles et beaucoup de gens ont essayé de capturer des photos d'eux en action. En 2010, un homme a publié des vidéos de gnomes sur sa propriété sur sa chaîne YouTube, I'm Seeing Gnomes. Dans une vidéo de 6 minutes, il a fait une vidéo de son jardin montrant les gnomes présumés se cachant. Dans une autre vidéo, il a montré des empreintes de pieds appartenant aux gnomes. Il a également laissé son appareil photo numérique tourner près de la fenêtre la nuit pour capturer l'audio des gnomes parlant à l'extérieur. I'm Seeing Gnomes ne s'est pas arrêté aux vidéos. Il avait un blog où il tenait des registres des activités des gnomes. Puis, le 13 mai 2010, il a fait son dernier et final message sur le blog. Le message était étrangement intitulé « L'étape suivante ». Depuis, pas un seul bip ni sur sa chaîne YouTube, ni sur son blog. Les gnomes l'ont-ils emmené pour avoir partagé leurs secrets ? Ou a-t-il simplement tourné la page ? Personne ne connaît son identité, donc il est impossible de vérifier. 14 ans plus tard, et ce mystère reste non résolu. Le complexe d'appartements vides. En octobre 2021, un avocat d'Atlanta, en Géorgie, nommé Cody, s'est tourné vers son TikTok, @altcody, pour publier quelque chose de très bizarre qui se passait ou ne se passait pas dans son immeuble. I've been thinking something sketchy's been going on in my apartment complex for some while now because they say the building's full, but I never see anyone here. Cela a commencé après qu'un restaurant chinois a placé des menus à emporter sur chaque porte d'entrée. 3 jours plus tard, Cody a remarqué que tous les flyers étaient encore accrochés exactement comme ils l'avaient été. Comme si personne n'entrait ou ne sortait de l'appartement. Pourtant, la gestion de l'immeuble a assuré à Cody que toutes les unités étaient occupées. Comme si ce n'était pas un énorme drapeau rouge. Cody a fait une vidéo montrant que le parking était rempli de voitures. Des voitures poussiéreuses qui semblaient ne pas avoir bougé depuis un moment. Certaines avaient des plaques d'immatriculation expirées. Dans une autre vidéo, quelqu'un a soi-disant tiré l'alarme d'incendie. Mais au lieu que tout le monde sorte en courant, il n'y avait que Cody. Un ancien résident de l'immeuble a admis que celui-ci était occupé jusqu'à ce que les choses deviennent louches de la part de la gestion. Used to live there, dude, it's so sketchy. A few months before we left, we got real shady. My fiance and I found a baseball bat wrapped in barbed wire in the back courtyard, and then shit got weird from the management. Cody a fait plus de 25 vidéos sur son complexe d'appartements soi-disant vide, dans ce qui a été appelé Menugate. Un jour, il a repéré quelqu'un mais leur réaction n'était pas du tout convaincante. Wait. Is that another person? Come back. I have questions.
De nombreuses théories du complot tourbillonnaient autour de l'appartement. Certains disent que Cody est un fantôme, tandis que d'autres disent qu'il est un sujet de test dans une expérience, comme le Truman Show. Une explication plus simple pourrait être que les appartements sont détenus par des investisseurs et étaient maintenus pour gonfler le prix. Mais pourquoi lui ont-ils donné un appartement? 2 ans plus tard, Cody partageait toujours les vidéos. Mais quelque chose avait changé. Il avait vu un petit nombre de personnes différentes dans l'appartement, mais jamais la même personne 2 fois. Il n'a toujours aucune explication pour cet appartement bizarre. Niveau 2. Mortis.com. Tout comme Paranoia.com, il y a eu plusieurs sites web déconcertants qui sont apparus lorsque le World Wide Web a fait ses débuts. Mais l'un des plus bizarres était Mortis.com. Il a été créé en 1997 et avait une page d'accueil simple avec un fond noir et une boîte blanche pour un nom d'utilisateur et un mot de passe. Toutes les tentatives de connexion ont été contrecarrées et l'attrait de découvrir ce qu'il y avait derrière cette page a poussé certains détectives en ligne à renifler autour. Ils ont bientôt découvert que Mortis.com hébergeait une quantité énorme de données. Un fichier faisant presque 39 gigas. Autant de données sur un site web dans les années 90 était pratiquement inédit. Cela n'a fait que faire spéculer plus de gens. Et bientôt le nom de Thomas Ling a été lancé. De nombreux utilisateurs de 4chan et Reddit ont conclu qu'il avait enregistré le site. Mais il y avait 24 autres sites liés au même nom. Une recherche de l'insaisissable Thomas Ling a conduit à un binet dentaire fermé à San Francisco, un terrain vide et non possédé à Sydney. En Australie, des entrepôts vides, des numéros de téléphone qui sonnaient et n'étaient jamais décrochés. Il y a plusieurs théories du complot sur Mortis.com. Un homme prétendant être Thomas Ling en Australie a affirmé que le site était utilisé pour conserver ses photos de mariage. Mais stocker des photos de mariage sur un site avec le nom latin pour la mort ne collait pas. Une autre théorie est que le site aurait pu héberger une sorte de Netflix de contrebande. Cela expliquerait pourquoi les fichiers étaient si énormes. Aujourd'hui, Mortis.com a été effacé d'internet. Il ne peut même pas être trouvé sur la Wayback Machine. Qu'y avait-il sur Mortis.com? Que cachait-il? C'est un mystère que seul Thomas Ling peut résoudre. Kenny Quest 3030. Le 22 juillet 2013, un jeu de rôle gratuit et non autorisé appelé Kenny Quest 3030 est apparu sur internet. Mais il n'a pas été autorisé ou créé par l'artiste musical Kanye West. Le jeu commence avec un Kanye West fictif sortant les ordures lorsqu'il se retrouve d'une manière ou d'une autre en l'an 3030. Là, il se retrouve avec des clones des musiciens de hip-hop Snoop Dogg et Tupac. Pour rentrer chez lui, le Kanye West fictif doit se battre avec eux dans des batailles de rap au tour par tour. Innocent, non? Mais 2 ans plus tard, il est sorti que ce jeu inoffensif avait une couche cachée. Lorsqu'un joueur tapait le mot « Ascend » dans une boîte de dialogue avec un PNJ, le personnage du jeu était emmené dans une section secrète. Le personnage de Kanye West était remplacé par un papillon et une série très bizarre de textes de bienvenue apparaissait. Cela est suivi d'une série d'invites pour des codes afin de continuer à progresser. Lorsque tous les codes ont été correctement entrés, le joueur est félicité pour son ascension. Le jeu se termine en demandant au joueur ses informations privées. Beaucoup de gens s'inquiétaient que l'ascensionnisme soit un culte qui croyait en la réincarnation et recrutait des jeunes facilement impressionnables. Ce n'est qu'en 2022 que la chaîne YouTube Gross House a résolu le mystère de 9 ans derrière Kenny Quest 3030. Le jeu avait été réalisé par un musicien d'Adélaïde nommé Clara Hope, comme projet artistique au lycée. Toute l'affaire avait été rendue plus grande qu'elle ne l'était par ceux qui avaient joué au jeu. Une fin surprenante pour un culte qui n'a jamais été ou qui est. Au même moment où Clara a été trouvée, elle venait de sortir un nouvel album intitulé Ascend, juste à temps pour conclure le mystère. Mystère ou coïncidence? Seul le temps nous le dira. 1-800 Golf Tip. Entre la fin des années 80 et le début des années 90, une ligne téléphonique étrange circulait au Canada.
1-800 Golf Tip. Elle était annoncée sur au moins un panneau d'affichage pendant des années. Le numéro était une ligne gratuite et lorsque les Canadiens composaient le numéro, ils n'obtenaient pas de conseils pour améliorer leur swing. Au lieu de cela, ils entendaient un homme comptant de 1 à 10 encore et encore. Cela a continué pendant un certain temps. Puis, il y avait un ton de cri perçant qui était décrit comme une sirène. C'était assez étrange pour que bientôt tout le monde qui en entendait parler compose le numéro. Après quelques années, le numéro a cessé de fonctionner, mais le mystère est resté. Il y avait des rumeurs sur des expériences sociales, des entreprises collectant des numéros de téléphone pour le télémarketing et même un déploiement marketing. Mais rien de solide n'est sorti jusqu'à ce qu'il soit révélé que 1-800 Golf Tip était apparu dans des magazines aux États-Unis, comme une hotline pour les golfeurs amateurs afin d'obtenir des conseils de golfeurs professionnels. Cela faisait partie d'un coup publicitaire de la Professional Golfers Association of America, PGA, en préparation des événements du tournoi de golf PGA des 3 et 4 décembre 1994. Si la PGA avait les gros sous pour dépenser sur une ligne téléphonique pour un week-end, ils avaient l'argent pour mettre des panneaux d'affichage. Après cela, une société appelée Mayfair Communication a obtenu le numéro et ce qu'ils ont fait avec 1-800 Golf Tip était vraiment bizarre. Aux États-Unis, le numéro vous dirige vers une hotline pour adultes et c'est resté ainsi jusqu'à aujourd'hui. Niveau 3. Pilule silencieuse de Lake City. Le 17 juillet 2009, un nouvel utilisateur de Reddit nommé 26 a annoncé que Milo, un utilisateur actif anonyme de Reddit connu sous le nom de Religion of Peace, était décédé à l'âge de 79 ans. Alors que Religion of Peace était connu pour modérer des sous-Reddit qui publiaient des photos de filles à peine légales, il dirigeait également d'autres utilisateurs de Reddit pour publier des images similaires sur un site web appelé LakeCityQuietPills.com. Donc imaginez quand ils ont découvert que la personne publiant sur la mort de Religion of Peace, utilisateur 26, avait également une adresse email avec LakeCityQuietPills.com. 26 avait également un compte sur un forum en ligne appelé Fork. Son pseudonyme était Angel26 et la phrase d'accroche disait « Distribuant des pilules silencieuses de Lake City à des bâtards paresseux dans le besoin de repos permanent depuis 1968 ». La plupart de ces messages parlaient d'armes à feu et se terminaient tous par la même phrase d'accroche. LakeCityQuietPills.com semblait de moins en moins être un site pour du soft. Un examen plus approfondi du code du site web a révélé des messages secrets remontant à des années, et tous les messages ressemblaient à des offres d'emploi pour des assassins potentiels. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le site était un moyen d'embaucher des tueurs à gages, et la spéculation ne s'est pas arrêtée là. Il y avait aussi le nom bizarre pour ce qui était censé être un site porno, Pilule silencieuse de Lake City. Les Redditeurs ont bientôt trouvé une usine de munitions détenue par le gouvernement appelée Lake City Army Ammunition Plant dans le Missouri. Le site aurait-il pu être nommé d'après l'usine de munitions et les pilules silencieuses être un surnom pour les balles? Tout cela n'était largement que spéculation, jusqu'à ce qu'il y ait un meurtre. En janvier 2010, une figure controversée nommée Mahmoud Al-Mabou est décédée à Dubaï. De l'extérieur, cela ressemblait à une mort naturelle. Sa porte était même verrouillée de l'intérieur. Mais Al-Mabou était le chef de la logistique et des achats d'armes pour le Hamas. Et son autopsie montrerait qu'il avait été injecté avec un agent paralysant, électrocuté et étouffé avec un oreiller. Au moment où les responsables de Dubaï sont arrivés aux caméras, ils ont découvert que c'était un assassinat méticuleusement planifié, organisé par au moins 18 suspects avec de faux passeports du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Australie, de la France et de l'Allemagne. Alors, quel est le lien entre la mort d'Al-Mabou et les pilules silencieuses de Lake City? Une semaine avant l'assassinat, Angel26 a envoyé un message caché dans le code du site web invitant les gens à une fête d'anniversaire pour Religion of Peace, qui était mort une année entière plus tôt. Le message contenait également des instructions bizarres, comme leur dire d'utiliser des noms de voyage, pas d'identification, et que les téléphones n'étaient pas sécurisés.
La fête devait commencer à 15h. La même heure à laquelle Mahmoud Al-Mabhouh atterrirait à Dubaï sans son équipe de sécurité et sous un faux nom. Dans les jours qui ont suivi, la caméra de l'hôtel a capturé Al-Mabhouh, suivi par plus d'une dizaine d'hommes et de femmes déguisés. Le 19 janvier 2010, Al-Mabhouh est retourné dans sa chambre après avoir fait du shopping. Là, il a été assassiné par les assassins qui avaient fait irruption dans sa chambre. Il l'avaient bordé dans son lit. Puis ils ont quitté la chambre et ont quitté Dubaï, avant que son corps ne soit jamais découvert. 10 d'entre eux ont été identifiés et suivis à Francfort, Bangkok, Zurich, Rome, Johannesburg, Paris et Doha. Là, ils ont disparu et n'ont plus jamais été revus. La plupart pointaient vers Israël, comme étant derrière le coup, et ils ne l'ont jamais nié. Le site LakeCityQuietPills.com est resté silencieux pendant des semaines, puis un message est apparu concernant les factures de la fête. Après cela, les offres d'emploi ont continué comme d'habitude. C'est à ce moment-là que les redditeurs reliant l'assassinat d'Al-Mabhouh au site ont commencé à en parler. Soudain, le code pour les pilules silencieuses de Lake City a été modifié et crypté. Quelques semaines plus tard, il a été retiré d'internet pour de bon. Image originale de Jeff le tueur. En 2008, les enfants étaient effrayés par l'histoire d'un adolescent au visage blanc qui s'était coupé les paupières et avait sculpté son sourire avec un couteau. Son nom était Jeff le tueur, et c'était un personnage infâme de creepypasta célèbre pour dire « Va dormir » juste avant de tuer ses victimes. Un youtubeur nommé Ses Sœurs a fait une vidéo sur l'histoire de Jeff. Son visage était blanc parce que de l'acide avait éclaboussé son visage. Il avait tué son frère. Mais bien que son histoire était partout, l'image du jumpscare était ce qui effrayait vraiment les gens. Personne ne savait d'où venait cette photo. Un utilisateur de Newsgrounds a affirmé que la photo était une vraie photo de lui, mais de nombreux utilisateurs anonymes de 4chan l'ont dénoncé comme un mensonge. Plus tard, de Photoshop ont été retracés sur un site japonais en 2005, mais c'était un échec. Puis, une histoire est sortie selon laquelle la photo était l'image photoshopée d'une fille obèse nommée Katie Robinson, qui avait mis fin à ses jours à cause du cyberharcèlement. Mais des années plus tard, il s'est avéré que l'histoire était inventée. Le nom de la fille n'était pas Katie Robinson, et elle était aussi très vivante. Il y a eu beaucoup d'autres rumeurs, mais jusqu'à présent, l'origine de cette photo reste un mystère. Livre de Johanna. Le 20 avril 2019, un livre de voyage ancien de 750 pages intitulé « Autour du monde en 2000 images » est apparu sur Reddit. Il avait été acheté par un redditeur nommé Senjuki Einstein dans une boutique de bric-à-brac en Caroline du Sud aux États-Unis. Pourquoi a-t-il publié un livre de voyage sur Reddit? Eh bien, ce n'est pas comme n'importe quel livre de voyage qu'il avait vu auparavant. Sur 50 de ces pages, il semblait y avoir un puzzle composé d'un mélange de croquis, de codes cryptiques, de coordonnées, de diagrammes, de croquis et de codes, écrits à la fois au crayon et au stylo. Certains en anglais, d'autres en cherokee. Une carte juste à l'intérieur de la couverture avant trace une ligne de la pyramide de Murphy au sommet de Johannabald en Caroline du Nord et étiquetée 50 Johanna, d'où le nom. Ils ont découvert que certains des symboles provenaient des francs-maçons, tandis que d'autres étaient occultes. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à en tirer. Un an plus tard, un autre redditeur a trouvé un flyer pour un site web appelé crossfiregambit.com. Ce site web contenait une liste des termes trouvés dans le livre, tous arrangés et colorés comme un jeu de cartes. Pour ajouter au mystère, le site web avait été créé longtemps avant la publication originale sur Reddit. Puis, une autre connexion bizarre a été révélée. Le même jour que la publication originale sur Reddit, une chaîne YouTube nommée Ricky McChristen a été ouverte. La chaîne contenait des vidéos faisant référence à des lieux qui étaient griffonnés dans le livre, ainsi que les mots-clés Crossfire Gambit. Elle avait même des cartes à jouer griffonnées avec les coordonnées. Un autre site web qui était lié à ce puzzle était medicinedown.com. Le site web avait une image noire de la pyramide de Murphy en Caroline du Nord. Mais dans cette image, 11 des mots-clés étaient intégrés dans la pyramide.
Des mots-clés qui étaient généralement dans les 50 Johanna. Alors que les détectives en ligne ont bientôt découvert que les coordonnées menaient à plusieurs endroits en Géorgie, Caroline du Nord, Tennessee, Caroline du Sud, Alabama, Texas et Royaume-Uni. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à en tirer. Les 2 sites web sont maintenant fermés. À ce jour, personne n'a compris ce que tout cela signifiait. Une chose est sûre, c'est que j'apprécierais que vous vous abonniez et likez cette vidéo. Continuons. Chris Chan. Chris Chan, alias Christian Weston Chandler, pourrait bien être l'une des personnes les plus documentées sur Internet. À première vue, rien dans sa vie ne semble fascinant, mais en y regardant de plus près, on réalise exactement comment il a gagné sa place dans l'histoire d'Internet. Mais cela n'a pas commencé ainsi. La première tentative de célébrité sur Internet de Chris remonte à 1994, lorsqu'il avait 12 ans. Il était l'un des 2 enfants aux États-Unis qui avaient regardé Sonic the Wind et gagné des achats de jeux vidéo d'une valeur de $1000. Had to do was exactly what Sonic the Hedgehog cartoon, and I'd listen to what Sonic says at the end of it, and write it down for a whole week, and then I had to mail it in, and I had to be drawn out of a hat, and I just won. Cette obsession pour Sonic le hérisson l'a suivi à l'âge adulte. Il a créé Sonic Show, un dérivé mal dessiné de Sonic le hérisson. Le manga a commencé assez innocemment, avec Chris disant même que c'était une bande dessinée pour enfants. Puis cela a dégénéré. Mais ce n'était pas seulement l'art de Chris qui était effrayant. L'un de ses rares amis, Megan Schroeder, l'a découvert à ses dépens lorsque Chris a fait un dessin infâme représentant un acte sinistreux. En 2007, l'image de Chris est apparue sur le tableau d'affichage Something Awful de 4chan. Ils ont trouvé son art et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment explosé et que Chris s'est fait troller tout le temps. Au lieu de laisser tomber, Chris a commencé à répondre à ses trolls dans une vidéo notoire. Il a menacé 2 trolls en disant qu'ils tomberaient comme les tours jumelles. Well now, Mr. Clyde, your fame and fortune shall fall just like these twin towers. L'une des choses les plus folles qui se sont produites, c'est quand Chris s'est fait duper par un enfant de 13 ans pour faire un live stream où il coupait son collier Sonic Shoe et le fourrait dans son anus. Cela n'a pas aidé que Chris ait fini par faire caca sur ses mains pendant le live stream. Les nombreuses frasques de Chris lui ont rapidement valu sa propre page CWCki, où il pouvait suivre sa transition vers une femme et ses nombreuses arrestations ainsi que des apparitions aléatoires. Mais Chris a atteint de nouveaux niveaux d'infamie en 2021 après avoir révélé qu'il avait eu des relations avec sa mère âgée. Chris a été arrêté et officiellement inculpé d'inceste. Mais l'accusation a été abandonnée en 2023 parce que Chris est autiste. Le jeu de l'ascenseur. Le jeu de l'ascenseur est un jeu rituel qui trouve son origine en Corée. Le jeu est censé être réalisé dans un bâtiment avec au moins 10 étages. Parmi d'autres choses, les joueurs doivent appuyer sur une série spécifique de boutons, ignorer une femme au 5e étage, puis appuyer sur le bouton du 1er étage. Si c'est fait correctement, le joueur se retrouverait dans l'autre monde. Un univers alternatif où il pourrait mourir aux mains de l'un des nombreux esprits maléfiques qui s'y trouvent. Cela semble fou, non? Mais beaucoup pensent que c'était le sort d'Elisa Lam. En janvier 2013, Elisa Lam a disparu de l'hôtel Cecil à Los Angeles, aux États-Unis. La caméra de surveillance de l'hôtel a capturé ses derniers moments en vie. Elle agissait étrangement dans l'ascenseur, entrant des numéros et semblait parler avec quelqu'un dans le couloir. C'était la dernière fois qu'elle a été vue avant de disparaître. Ses affaires étaient toujours dans sa chambre et la police n'a pas pu la trouver dans l'hôtel. 19 jours plus tard, les résidents de l'hôtel se sont plaints de l'eau dans leur chambre. C'est à ce moment-là que le corps d'Elisa a été retrouvé dans un réservoir d'eau au-dessus de l'hôtel, qui était fermé aux invités. Certains disent qu'elle a été tuée par le Night Stalker Ricardo Ramirez, un tueur en série qui séjournait souvent à l'hôtel Cecil. D'autres disent qu'elle était juste l'une des nombreuses victimes du suicide à l'hôtel. Où Elisa a-t-elle joué au jeu de l'ascenseur et perdu? Il n'y a aucun moyen de savoir ce qui arrive à Elisa, et les murs de l'hôtel Cecil ne parlent pas non plus.
Je suis Dieu, 4chan. En 2014, un utilisateur anonyme de 4chan nommé PC a publié des événements dérangeants que son ami a vécu après avoir téléchargé un virus. Il laissait sa télévision et ses lumières allumées et revenait les trouver éteintes. Et tout cela a commencé après qu'il ait eu un virus sur son ordinateur. Son ami avait trouvé des images corrompues et des fichiers de texte dans son dossier de téléchargement qu'il n'avait jamais sciemment téléchargé. D'autres utilisateurs de 4chan ont assemblé les images corrompues. Cela formerait ce qui ressemblait à un visage démoniaque rouge. Mais ce n'était pas tout. En haut de l'image, il y avait un message caché qui signifiait « Je suis Dieu ». Comme si ce n'était pas assez étrange, il y avait plusieurs enregistrements sur l'activité paranormale qu'il vivait. Dans l'une des vidéos, il y avait une tache rouge dans la maison flottant vers sa cuisine. Alors que certains pensaient que tout cela était inventé, d'autres pensaient qu'il était hanté. Surtout quand d'autres personnes qui avaient téléchargé l'image se sont plaintes que leur système agissait bizarrement et qu'il y avait des activités paranormales. À ce moment-là, le posteur original avait cessé de répondre. Le thread est maintenant mort et personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à lui ou à l'ordinateur hanté. Femme zombie de Seattle. En mars 2021, une vidéo est apparue sur TikTok d'une femme blessée boitant dans la rue en criant à l'aide. Cela ressemblait à un canular de zombies ou à une figurante de The Walking Dead, sortie pour rire jusqu'à ce que la police de Seattle apparaisse sur les lieux et que la femme continue de crier. Elle avait un visage d'un blanc fantomatique et tenait quelque chose de sanglant. Les officiers essayaient de la calmer, mais elle continuait à agir de manière erratique et à parler de manière incohérente. À un moment, elle a mentionné un bébé. Cela a amené les gens à se demander si l'objet sanglant dans sa main pouvait être la tête d'un bébé. Les vidéos choquantes sont devenues virales. Les gens proposaient leurs théories sur ce qui s'était passé. D'une attaque brutale par son ex-petite amie et son chien à une grave maladie mentale. Le département de police de Seattle est également resté silencieux sur tout l'incident. Enfin, en 2022, la youtubeuse Rebecca MS a résolu l'affaire après avoir obtenu la bodycam de la police. La bodycam montrait quand les ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont confirmé que la femme zombie de Seattle n'était rien de plus que du maquillage théâtral et du faux sang. Et le cerveau derrière le canular était une femme nommée Kimberly Kasai. Kimberly avait fait le coup pour exprimer ses opinions sur les vaccinations. Les emails de Jack Froese. En novembre 2011, plusieurs amis et membres de la famille de Jack Froese ont reçu des emails de sa part. Cela n'aurait pas été alarmant. Sauf que Jack était mort. Il était décédé 5 mois plus tôt, laissant derrière lui 2 enfants qui avaient à peine 5 ans. Et les messages que ses amis ont reçus étaient tout aussi déconcertants. L'un disait « Tu m'as entendu ? Je suis à ta maison, nettoie ton putain de grenier ». Ce n'est pas la première fois que des gens reçoivent des emails de l'au-delà. Plusieurs personnes ont spéculé que l'email de Jack avait été piraté et envoyé des messages de spam. Mais ses amis ont insisté sur le fait que personne n'avait son mot de passe et ils ne croient pas que le compte ait été piraté. Pour couronner le tout, les messages de Jack étaient étrangement spécifiques et faisaient référence à des choses personnelles que seul lui et ses amis pouvaient connaître. Le message sur le grenier était une pique à une conversation qu'un ami avait eue avec Jack sur ce qu'il allait faire de son grenier. Un email de son cousin faisait référence à une cheville récemment cassée. Hey Jim, how you doing? I knew you were gonna break your ankle. Tried to warn you. Gotta be careful. And then it was signed Jack Furries. Il y a une théorie. Des sites web qui permettent aux utilisateurs de sauvegarder des brouillons et d'envoyer des emails à leurs proches après leur décès, comme Deathwitch. Mais la mort de Jack avait été inattendue. Une crise cardiaque soudaine à l'âge de 32 ans. L'autre théorie est que Jack communiquait vraiment avec ses proches depuis l'au-delà. Et bien qu'il y ait beaucoup de sceptiques, aucun d'entre eux n'a pu expliquer ce mystère à ce jour. Niveau 4. Pillage de tombes pour les idiots. Dans de nombreux pays, le pillage de tombes est un crime. Car les tombes ne sont pas seulement pillées pour, vous savez, le butin. Les corps sont également en danger.
En fait, en 1828, obtenir des corps était une si grande entreprise que 2 hommes ont assassiné 16 personnes pour cela. Ils vendaient leurs corps à un médecin pour qu'il les utilise pour la dissection lors de ses cours d'anatomie, jusqu'à ce qu'ils soient attrapés. Donc, bien que le pillage de tombes pour les idiots ressemble à un titre inventé dans la série pour les nuls, la vérité est bien plus choquante que la fiction. C'est un court-métrage de 26 minutes qui a été réalisé en 1990 ou avant. La star du film est un jeune homme nommé Anthony. Et il parlait en toute confiance des affaires de pillage de tombes. Tout au long de la vidéo, Anthony tient ce qui ressemble étrangement à un véritable crâne. Un accessoire ou le butin de l'une des tombes qu'il a pillées? Personne ne sait. Aujourd'hui, la vidéo est passée de VHS à une partie d'un DVD intitulé Ensuring Your Place in Hell Volume 1. Et enfin à YouTube. Pourtant, avec toutes les personnes qui ont vu la vidéo, personne n'a pu identifier Anthony ou ce qui lui est arrivé après cette vidéo. Bâton maléfique. En 2014, il y avait un jouet à $1 qui faisait fureur aux États-Unis. C'était une baguette colorée avec une fleur au sommet et une image au milieu. Le jouet à pile avait un bouton sur la poignée et quand il était pressé, il était censé faire de la belle musique. Une femme en Ohio a acheté le jouet pour sa fille de 2 ans. Quand elle a ouvert l'emballage et a appuyé sur le bouton de la baguette, elle a laissé échapper un rire maniaque. Ce n'était pas le pire. La feuille sur la baguette cachait une image vraiment terrifiante. Une fille vraiment effrayante avec des yeux rouges distordus et brillants, un grand couteau se tranchant les poignets. C'est à ce moment-là qu'elle a remarqué le nom sur l'emballage. Il s'appelait Bâton maléfique. L'histoire est devenue virale et beaucoup se sont précipités au magasin à $1 pour découvrir si le bâton maléfique était réel. Il s'est avéré que oui, et non. Il semblait y avoir de nombreux types de bâtons maléfiques, tous venant avec différentes images, des personnages d'anime aux cyborgs et même aux zombies. Plusieurs tentatives ont été faites pour découvrir d'où ils venaient, et bien que le code barre indiquait la Chine, il n'y avait pas grand chose d'autre à en tirer. Pas même le nom de l'entreprise qui l'avait fabriqué. Et le propriétaire du magasin n'était pas très utile. L'image a été retracée à un photographe français nommé Butcher Ludwig, qui avait un penchant pour le gore. Mais il a dit que l'image avait été utilisée sans sa permission. Sans rien d'autre à en tirer, la recherche s'est calmée et les bâtons maléfiques ont progressivement disparu du marché américain. Le projet Incel. Le mot incel n'a pas toujours eu la connotation négative qu'il a aujourd'hui. En fait, son histoire était plutôt saine. En 1997, Alana, une femme canadienne solitaire, a lancé un site web pour les personnes ayant du mal à former des relations amoureuses. Il s'appelait Alana's Involuntary Celibacy Project, une communauté de soutien où hommes et femmes pouvaient parler de la solitude. Les gens se rencontraient à partir du site et un couple s'est même marié. Involontairement célibataire a ensuite été abrégé en Infcel, puis en Incel. Entre 2008 et 2012, des psychologues, des sociologues et des incels se sont réunis pour réaliser une série documentaire intitulée le projet Incel. Elle couvrait des discussions sur la santé mentale, la stigmatisation de l'inceldom et la vie en tant qu'incel. Le tout sous un jour positif. Le plan était de l'assembler en un documentaire final condensé. Mais cela ne devait pas l'être. En 2014, la communauté incel n'était plus une communauté saine. Elle était maintenant remplie du type de personne qui appellerait Elliot Rodger un héros. Elliot était un jeune de 22 ans qui était tellement frustré par sa virginité qu'il avait écrit un manifeste de 141 pages blâmant les femmes de ne pas coucher avec lui. Puis il est parti en fusillade avant de retourner l'arme contre lui-même. Le documentaire a été annulé et aujourd'hui, seules les interviews partielles des 12 épisodes restent. Le reste n'a pas été vu depuis. You/Flippin' Flop. La Datura, également connue sous le nom de Stramoine,
est l'une des plantes les plus mortelles qui existent. Pourtant, certaines personnes l'utilisent comme drogue récréative pour provoquer des hallucinations. L'un de ces individus était un redditeur nommé Flippin' Flop. Le 17 avril 2017, Flippin' Flop est apparu sur Reddit et a annoncé qu'il avait obtenu de la datura sur un sous-Reddit sur les drogues. Il voulait savoir combien il devait en prendre. C'était son tout premier message sur Reddit. En quelques minutes, la section des commentaires a été inondée de personnes l'avertissant de n'en prendre aucune. Beaucoup ont même raconté leur expérience avec la datura. Flippin' Flop n'a pas été dissuadé. Peu de temps après, il a annoncé qu'il avait écrasé plus d'une douzaine de graines de datura à boire en thé, tout en fumant des feuilles de la même plante. 12 heures plus tard, Flippin' Flop a commenté sous le gif d'un redditeur. Son orthographe était sans dessus-dessous et à peine lisible. Des jours plus tard, les gens dans la section des commentaires essayaient de vérifier l'état de Flippin' Flop. Tout ce qu'ils ont obtenu, c'est le silence. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois, et même des années. Flippin' Flop n'a plus jamais fait de post. A-t-il jeté le compte après son voyage? Est-il mort? Ou était-ce un canular? Cela fait 7 ans et 6 mois, et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Blog élevé un psychopathe. Le 18 septembre 2008, un nouveau blog est apparu sur internet. De manière inquiétante, il s'appelait Élever un psychopathe. Le blog était écrit par un homme nommé Harry. Et c'était un journal en ligne, détaché et clinique sur son fils adoptif, Lucas. Harry et sa femme ne voulaient pas s'occuper des problèmes d'avoir un bébé. Des choses comme les couches et l'allaitement nocturne. Donc, ils ont décidé de sauter tout cela et d'adopter simplement un enfant. Ils ont choisi Lucas, un garçon de 6 ans qui avait passé ses premières années à subir des négligences et des abus. 5 ans plus tard, tout ce qu'ils avaient, c'était des regrets et des plaintes selon lesquelles ils ne réagissaient plus à leur punition. 2 jours avant de commencer le blog, Lucas était au tribunal pour mineurs pour un incident impliquant le tiroir à sous-vêtements de son voisin, un appareil photo numérique et son pénis. À ce moment-là, Harry a conclu que Lucas était un psychopathe et est allé créer une chronologie bizarre de la façon dont il s'attendait à ce que la vie de Lucas se déroule. Harry a projeté tout ce à quoi il s'attendait que Lucas fasse dans les années à venir. Cela incluait tout, du vol aux bagarres et même 3 viols. Harry et sa femme ne se voyaient plus comme des parents. Juste des gardiens, gardant Lucas jusqu'à ce qu'il soit dans sa 10e année. Les commentaires sur le blog sont passés de féliciter Harry pour tenir le coup à le blâmer d'avoir pris un enfant perturbé sans faire aucune expérience ou soutien. Le dernier message sur le blog date de 2010 et le blog lui-même a depuis été archivé. Donc personne ne sait ce qu'est devenu Lucas. Polybius. À l'automne 1981, un nouveau jeu d'arcade est mystérieusement apparu dans plusieurs banlieues de Portland, en Oregon, aux États-Unis. Il s'appelait Polybius et est devenu instantanément addictif. Bientôt, il y avait de longues files de jeunes désespérés de jouer au jeu. Mais bientôt, les joueurs ont signalé souffrir de crises d'épilepsie, de nausées et de maux de tête. Ils étaient les chanceux. 2 adolescents sont déclarés s'être suicidés ou avoir mystérieusement disparu. Mais cela devient encore plus effrayant. Certains témoins oculaires ont repéré des hommes en costume noir venant aux arcades de temps en temps et faisant des trucs sur la machine. Beaucoup étaient convaincus qu'ils collectaient des données sur la réponse des joueurs aux effets psychotropes du jeu. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il y ait des rumeurs sur l'implication de la femme MKUltra de la CIA. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, tous les jeux d'arcade ont disparu sans laisser de traces. La société qui avait développé le jeu s'appelait Cineslotion. Pourtant, il n'y avait pas de société de développement de jeux vidéo connue sous ce nom, et aucun copyright n'existe dans les dossiers pour Polybius. Si ce n'était pas assez étrange, même les personnes qui prétendaient avoir joué au jeu ne semblaient pas pouvoir s'étendre sur ce qu'était le jeu. Aujourd'hui, le jeu d'arcade Polybius est une légende urbaine. Personne ne peut comprendre s'il est réel ou inventé, mais l'histoire continue de persister. Niveau 5. Selene Delgado Lopez. Il y a de nombreuses histoires de personnes qui ont simplement disparu au Mexique. De l'enlèvement de masse de 43 étudiants en une seule nuit à la disparition de l'avocat mexico-américain Oscar Zeta Acosta. Pourtant,
Parmi les milliers d'enlèvements, un seul a atteint le statut de légende urbaine. Et c'est Selene Delgado Lopez. Tout a commencé dans les années 90 et au début des années 2000. La chaîne 5 de la télévision mexicaine avait une section où les animateurs de télévision publiaient des photos de personnes disparues pour sensibiliser à l'affaire. L'une d'entre elles était Selene Delgado Lopez, 18 ans, qui avait disparu à Mexico. Il n'y avait rien de vraiment significatif dans son histoire. Pourtant, son cas a captivé les téléspectateurs. Beaucoup ont affirmé que lorsque son mariage apparaissait à l'écran, la télévision se figeait avant de passer à de la neige. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il n'y ait des rumeurs selon lesquelles l'image de Selene était maudite et que la chaîne 5 était hantée. Mais cette histoire devient encore plus effrayante. Plusieurs personnes ont creusé dans son histoire et ont découvert qu'il n'y avait aucun dossier public sur la disparition de Selene. Cette idée a pris une emprise encore plus forte après qu'ils aient trouvé le croquis de la police de l'infâme tueur de bâton rouge, Derrick Todd Lee. Ils étaient convaincus que Selene n'était pas une personne réelle et que la chaîne 5 avait créé son image en utilisant le croquis de la police de Derrick Lee. Cela n'a pas aidé que près d'une décennie après sa disparition, la chaîne 5 publiait toujours des vidéos bizarres faisant référence à Selene. Un canular, une blague ou réel? Sa disparition continue de hanter beaucoup à ce jour. Disparition de Maura Murray. Le soir du 9 février 2004, un homme a vu une voiture noire quitter la route et heurter un arbre. La conductrice était Maura Murray et elle supplierait l'homme de ne pas appeler la police. Il l'a fait quand même. Au moment où la police est arrivée, elle était partie depuis longtemps, ainsi que son téléphone portable et ses cartes de crédit bancaire. Ils l'ont cherché, mais ils ne l'ont jamais trouvé. Mais la police n'a pas soupçonné le crime. Maura avait dit à ses professeurs qu'elle serait absente pendant un certain temps et avait fait ses valises dans sa chambre d'internat. Elle avait également retiré 280 $ avec sa carte à un distributeur, laissant seulement 16 $ et laissant un mot pour son fiancé. Il a reçu un appel de son numéro un jour après l'accident, mais quand il a décroché, tout ce qu'il a entendu, c'était sa respiration sur la ligne. Les efforts pour tracer l'appel n'ont mené nulle part. Puis, 7 ans après la disparition de Maura, une vidéo effrayante est apparue sur YouTube. Dans la vidéo, un homme regardait solennellement la caméra puis commençait à rire et même à faire un clin d'œil. Cela aurait pu être n'importe quelle vidéo aléatoire sur internet, sauf que la description sous la vidéo disait « Joyeux anniversaire, 112 Salo » et avait été publié le 7e anniversaire de sa disparition. 112 Salo était soupçonné d'être une pique à l'encontre du père de Maura qui avait appelé celui qui l'avait emmené un salaud. La police a pu retracer l'homme derrière la vidéo, un homme du Massachusetts nommé Jeffrey Alden Olson. Mais à part la vidéo, la police n'a jamais pu trouver quoi que ce soit qui reliait Olson à la disparition de Maura. En 19 ans, Maura n'a jamais utilisé ses cartes de crédit et de débit. Que lui est-il arrivé sur cette route solitaire? Est-elle partie? Ou lui est-il arrivé quelque chose de plus sinistre? Il n'y a toujours pas de réponse. Datura persistante. Plus tôt dans l'iceberg, nous avons parlé de la plante de Datura. Vous vous souvenez de cette plante vénéneuse puissante qu'un redditeur a décidé de prendre et dont on n'a plus jamais entendu parler? Eh bien, à un moment donné en 2008, un gars a trouvé une caméra numérique sur un banc de parc à Philadelphie aux États-Unis. La caméra avait une courte vidéo qui serait plus tard uploadée sur YouTube. Dans la vidéo, il y a un homme désemparé qui affirmait s'être injecté une drogue hallucinogène 2 mois plus tôt. Et depuis, elle ne s'était jamais dissipée. I don't feel like I'm ever gonna come down. Bien qu'il n'ait jamais mentionné la drogue qu'il avait utilisée, beaucoup ont spéculé qu'il s'agissait de Datura. Mais d'autres ont soutenu que s'il s'agissait de Datura, il ne serait pas capable de parler ou de se tenir debout. Il a également mentionné faire bouillir des racines, alors que ce sont généralement les graines de Datura qui sont prises. Boil the roots right. I did what it said in the book. Même si personne ne sait exactement ce qu'il a pris, il va sans dire que planer pendant 2 mois n'est pas normal. Seemed to be coming down. It's been about 2 months.
Certains ont dit que même s'il pensait avoir plané pendant 2 mois, cela aurait pu être quelques heures ou minutes. Cela expliquerait pourquoi il ne semble pas être mal nourri après 2 mois. Ou cela pourrait-il être un canular? Plus d'une décennie plus tard, l'homme n'a jamais été identifié, donc il n'y a aucun moyen de savoir ce qui lui est arrivé ou ce qu'il a pris. Bobby Joe Blight. En août 2009, une vidéo graphique et dérangeante de 6 minutes a été uploadée sur YouTube. La vidéo floue était soi-disant prise dans un dojo de karaté le 13 décembre 1984. Elle a commencé assez innocemment, avec le leader du dojo plaisantant avec un homme mentalement malade. Nous l'appellerons Kung Fu Guy. Kung Fu Guy a dit qu'il avait appris le karaté de Jésus et voulait montrer ses compétences. He has no master. His master is Jesus Christ. Au lieu de cela, le leader du dojo a ordonné à un étudiant de le battre. Plusieurs fois, l'homme a supplié pour que le combat s'arrête, mais le leader du dojo n'est jamais intervenu. Ce n'est que lorsqu'il a été jeté au sol, donné un coup de pied à la tête et assommé qu'ils se sont arrêtés. Comme si ce n'était pas assez grave, ils ont traîné le corps de l'homme dehors, laissant une traînée de sang. Alors que certaines personnes ont blâmé le Kung Fu Guy pour avoir embêté les mauvaises personnes, beaucoup plus de personnes étaient alarmées par ce qu'elles avaient vu et il n'a pas fallu longtemps pour trouver l'homme qui avait permis que l'attaque se produise. Ce n'était pas difficile. C'était lui qui avait publié la vidéo sur sa propre chaîne YouTube, Bobby Joe Blight. Un ancien sergent des Marines et ceinture noire de 6e degré. Et ce n'était pas la seule fois qu'il publiait du contenu dérangeant sur sa chaîne YouTube. Dans une vidéo, il fait semblant de tuer quelqu'un pour l'avoir insulté devant des enfants. Il partageait également les mêmes opinions dérangeantes et violentes avec ses abonnés. Mais trouver le Kung Fu Guy est beaucoup plus difficile. Beaucoup de gens soupçonnaient que d'après la quantité de perte de sang et les coups de pied à la tête qu'il avait subis, il n'y avait aucun moyen qu'il ait survécu. Cependant, la police insiste sur le fait que la victime n'a pas été tuée et a été interrogée après l'attaque. Mais ils n'ont jamais pris son nom et aucune accusation n'a jamais été portée, donc Bobby Joe n'a jamais été arrêté. La dernière fois que Kung Fu Guy a été vu, c'était 2 semaines après le passage à tabac. Il y a eu de nombreuses tentatives pour le trouver, y compris une page Facebook et un site web maintenant défunt, mais il n'a pas été vu depuis. Est-il parti? Ou a-t-il succombé à ses blessures? Il n'y a pas de réponse claire. Controverse TikTok de Chow Chow. En septembre 2023, une vidéo publiée sur la page TikTok Chinese Junk Food 2023 est devenue virale et a rapidement accumulé des millions de vues. La vidéo montrait une fille chinoise donnant des coups de pied à un animateur lors d'un spectacle en direct à plusieurs reprises. La popularité de la vidéo s'est répandue et la fille chinoise a été surnommée « Fille qui donne des coups de pied » et « Chinoise Dobby ». Mais la vidéo ne parlait pas d'une fille, même si elle en avait l'air. Chow Chow est née avec une maladie mystérieuse qui l'a empêchée de se développer. Même si elle mesure qu'1 mètre de haut et pèse 30 livres, elle a 35 ans et a un QI de 20. Chow Chow avait une présence en ligne sur Kuaishou et Douyin, la version chinoise de TikTok. Ces vidéos étaient ensuite republiées sur TikTok. Ces vidéos montrent souvent qu'elle a une crise et attaque des gens. Les vidéos sont devenues si populaires que certaines personnes se sont déguisées en Chow Chow pour Halloween. Mais les vidéos de Chow Chow n'ont pas bien été accueillies par tout le monde. En décembre 2023, les comptes de réseaux sociaux de Chow Chow ont disparu en Chine. Au début, il y avait des rumeurs selon lesquelles elle était décédée. Mais la vérité s'est avérée beaucoup plus sombre. Les comptes de réseaux sociaux de Chow Chow avaient été bannis en citant des allégations de maltraitance parentale. Beaucoup pensaient que Chow Chow avait été délibérément énervé par tout le monde, de sa mère aux soignants, afin qu'il puisse obtenir des vues et de la publicité. Mais d'autres insistent sur le fait que ces moments sont simplement ceux qui deviennent viraux et qu'il y a beaucoup de vidéos où Chow Chow est plus détendu avec sa famille. Les responsables de la ville chinoise soutiennent également cela, affirmant que même si certaines de leurs actions étaient inappropriées, Chow Chow n'avait pas été maltraitée. À ce jour, les vidéos d'elle ont cessé d'apparaître en ligne. Niveau 6. Chip Chan. Un stray de 4chan qui explorait des webcams open source intéressantes a publié une photo d'une femme coréenne qui semblait morte. Son nom était Chip Chan.
Ils ont bientôt découvert qu'elle dormait. Mais Chip Chan semblait dormir beaucoup, et dans les positions les plus bizarres. Parfois, elle dormait pendant 12 heures d'affilée. Et c'était comme ça depuis au moins 1996. Quand elle ne dormait pas, elle surfait sur le web. Mais ce n'était pas tout ce qu'elle faisait. Chip Chan avait installé des webcams partout dans son appartement qu'elle diffusait sur Kakao TV. Là, elle parlait d'un policier corrompu nommé P, qui était après elle. P avait planté une arme de contrôle mental dans son pied et son sourcil gauche. Selon Chip Chan, si elle quittait l'appartement, P pouvait lui faire perdre connaissance. Cela n'aide pas que Chip Chan ait publié un nombre alarmant de photos et de vidéos montrant des maux, des éruptions cutanées et des blessures. Un utilisateur curieux a finalement trouvé son blog WordPress. Ce blog le mènerait à des dizaines d'autres blogs où elle écrivait sur la puce et l'infâme officier P. Des personnes inquiètes lui ont tendu la main par le biais de ses nombreux blogs et emails pour contacter la police. Certains ont même fait venir des officiers à son domicile, mais Chip Chan était convaincu que l'officier P le découvrirait. Elle a une chaîne YouTube appelée Mind Control Weapon, où elle montre des blessures causées par P et traque la police à l'extérieur. Il y a beaucoup de spéculations sur le web à propos de Chip Chan. Un canular élaboré, un projet artistique ou une maladie mentale. Mais cela fait presque 2 décennies et tout ce que Chip Chan semble vouloir, c'est que plus de gens la voient et croient en son histoire. Appel du tueur en série à Howard Stern. The Howard Stern Show était une émission de radio américaine non censurée qui a commencé à être diffusée en 1986 et était animée par la personnalité radio Howard Stern. L'émission attirait toutes sortes d'intervenants bizarres. My name's David and I'm Hi, David. Yes, I'm tired of your fake jokes. Mais un appel en 1997 était tout au-dessus du reste. Sometimes I ask them if they think it's dangerous doing what they're doing, if they're worried about things, and they'll laugh it off, and that just pisses me off. Right. And then you go ahead and you kill him. Yeah. Il a commencé avec un interlocuteur anonyme qui s'est présenté sous le nom de Clay. Clay a admis qu'il était le Storyville Slayer, un tueur en série que l'on croyait responsable des meurtres de 24 prostituées à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Clay admettait qu'il avait tué 12 prostituées. Clay. Okay, Clay. So what happened? How many prostitutes have you killed? 12. Les auditeurs ne pouvaient pas comprendre s'ils entendaient la vérité jusqu'à ce que le FBI se présente et recueille l'audio comme preuve. Il s'est avéré que l'interlocuteur avait révélé des détails que seul le meurtrier pouvait savoir, comme le fait que le principal suspect dans les meurtres était un policier noir. Yeah, Howard, that's pretty funny because the only suspect they had when they started finding the bodies was a black police officer. Il avait raison. L'officier de police de la Nouvelle-Orléans, Victor Gant, était sur la liste des principaux suspects, mais n'a jamais été inculpé. Finalement, la police a attrapé leur homme, un ancien chauffeur de taxi nommé Russell Elwood. Il a été inculpé des meurtres de 2 femmes, Cheryl Lewis et Dolores Mack. Mais la police croyait qu'il avait assassiné plusieurs autres femmes, mais il n'a été reconnu coupable que de l'un de ces meurtres. Mais Russell Elwood était-il le tueur en série qui avait appelé l'émission de radio ? D'autres n'en sont pas si sûrs. Pour commencer, Elwood était derrière les barreaux pour avoir acheté de la cocaïne à un agent infiltré lorsque l'appel a eu lieu. A-t-il tout inventé ou un tueur en série s'en est-il tiré avec un meurtre ? C'est une question à laquelle personne n'a pu répondre. Ori Chef. En 2018, un utilisateur de 4chan a parlé d'une page Facebook bizarre appartenant à une femme philippine nommée Ori Chef. Cela a commencé avec le commentaire bizarre qui se traduisait par le fait qu'elle voulait être incinérée en premier, avant son mari, et qu'elle avait une amie nommée Suzanne, qui était célibataire. Assez inoffensif comme commentaire, mais quand il a cliqué sur sa page Facebook, il a remarqué quelque chose de très bizarre. Non seulement toutes les pages qu'elle avait en ami étaient les siennes, mais les photos de profil étaient aussi les siennes, mais légèrement photoshopées et avec différents noms. Marjorie Saikwa, Margie Baker, Judy Baker. Plus de 30 d'entre elles. Comme si ce n'était pas assez bizarre, toutes les pages avaient les mêmes choses.
Des messages où elle parlait de vouloir tuer et manger ses enfants. Et des images de gore animal. Une page avait même une image en gros plan d'un homme dans un cercueil. Alors qu'elle devenait de plus en plus célèbre, elle a commencé à partager plus d'informations sur elle-même. Puis, l'histoire de Daphné est apparue. Ori a publié une photo rouge effrayante d'une femme. Dans le message suivant, elle a publié une autre photo de la même femme et a dit qu'elle la hantait. Selon Ori, le nom de la femme était Daphné et elle s'était mise sous le bistouri pour être belle. Mais les opérations ont mal tourné et Daphné a mis fin à ses jours. Ori a dit que Daphné s'était suicidée, mais elle l'a hantée encore. L'histoire de la femme des Philippines et maltraitant des animaux, mangeant ses enfants et ayant peut-être tué des gens, peut-être même Daphné, est devenue une légende urbaine. Puis, quelqu'un lui a envoyé un message pour découvrir ce qui se passait, et l'affaire a éclaté au grand jour. Ori a admis qu'elle avait créé toutes ces pages pour jouer à des jeux vidéo Facebook. Puis quand sa page a explosé, elle s'est penchée sur le macabre et a simplement inventé des histoires, y compris celle sur Daphné. Daphné n'avait en fait aucun lien avec Ori. C'était une Australienne nommée Daphné Comber, qui avait été impliquée dans un accident de voiture et avait été défigurée. Ori avait pris les pauvres photos de la femme et les avait modifiées. Quant au gore animal, cela semble être quelque chose de normal aux Philippines. Alternativement, certains disent qu'elle est une boumeuse qui oublie toujours ses mots de passe et aimait l'attention qu'elle recevait. Qu'elle soit vraie ou non, Ori Chef est devenue une légende urbaine. Kate Yop. Le mukbang est la tendance de regarder les autres manger en ligne et en 2018, personne ne le faisait mieux que Kate Yop. Accumulant plus d'1 million de vues sur YouTube, son contenu se composait principalement des sons d'elle mangeant de la nourriture. Mais c'était tout ce qui était connu de Kate. Elle n'a jamais montré son visage et bien que beaucoup de gens aient spéculé qu'elle pourrait vivre en Belgique ou en France, personne ne sait vraiment. Elle ne parle pas non plus beaucoup dans ses vidéos. Puis, les drapeaux rouges ont commencé à apparaître. Dans une vidéo où elle mangeait des fruits de mer, les viewers ont repéré un bleu sur sa main gauche et une coupure sur sa lèvre. Dans une autre vidéo où elle prétendait être seule, une voix a été entendue disant « Dépêche-toi, mange, et je vais te tuer ». Dans une autre vidéo, un bras était bandé. Ce n'était pas tout. Dans 2 vidéos, les viewers ont remarqué que des lettres aléatoires avaient été capitalisées. L'une disait SOS et l'autre Help. Dans une autre vidéo, les viewers ont même affirmé qu'elle avait épelé SOS en morse. Après que l'une de ces accusations soit apparue, Kate les a niées. Elle a même inclus les démentis dans ses légendes. Le 10 novembre 2019, elle a publié une vidéo où elle mangeait à nouveau des fruits de mer. Kate perdrait 2 dents pendant ce repas. Une après avoir mangé des pétoncles et une autre après avoir mordu dans une pâte de crabe. Mais Kate n'a pas arrêté de manger. Elle les a juste crachés et a continué. La vidéo a ensuite été supprimée. Puis Kate est restée silencieuse pendant 3 longues années. Pendant ce temps, ils ont essayé de la connecter avec plusieurs personnes disparues, y compris une combattante polonaise de l'UFC nommée Joanna Jędraszek. En 2023, elle a recommencé à publier. Cette fois en faisant des choses bizarres comme marcher sur sa nourriture et cuisiner avec des livres de beurre. Alors que certains insistent sur le fait qu'elle n'est pas la même personne qu'avant, d'autres sont convaincus que cela a toujours fait partie d'un plan délibéré pour garder les gens intéressés. Cela n'aide pas qu'un compte OnlyFans avec le même nom et la même photo de profil ait été découvert. Mais sans visage et sans nom réel, c'est un mystère internet qui pourrait ne jamais être résolu. Chaîne YouTube Jimmy Swish. En 2015, James Ryan, un Américain vivant au Japon, essayait désespérément d'exposer ce que les médecins militaires japonais avaient fait à son fils, Jimmy. Il a écrit des lettres ouvertes à plusieurs personnalités politiques, créé une chaîne YouTube, une page change.org, une page Facebook, entre autres. Selon James, Jimmy était un garçon en pleine santé et prospère jusqu'en 2007, lorsqu'il avait 11 ans. Puis, il a été emmené à l'hôpital pour un rhume saisonnier. Après 2 jours, il n'y avait aucun signe de maladie. Mais au lieu d'être libéré, 2 médecins militaires japonais ont étouffé le garçon
avec un sac en plastique et l'ont étranglé avec une ficelle. L'enfant s'est retrouvé dans un état végétatif et devait être maintenu en vie avec une machine de maintien en vie. Ses yeux étaient également coincés ouverts et devaient être fermés avec du ruban adhésif. James a insisté sur le fait que son fils avait été ciblé parce qu'il avait exposé une fraude dans 2 institutions japonaises. Il publierait des documents liés à la fraude de l'entreprise et à la dissimulation sur un site web. Beaucoup de gens n'ont pas acheté l'histoire de James. Il n'a jamais vraiment publié de preuves. Dans les vidéos, il faisait également des montages bizarres qui incluaient l'unité 731 et Auschwitz. Il semblait également très détaché. Ils ont enquêté sur lui et ont découvert que James était lié à des théories scientifiques folles comme l'immortalité. The technology is here. Immortality technology is here. I'm not joking. L'une de ces entreprises appliquait la vente de pilules qui étaient censées protéger les gens au Japon des effets des radiations, quelque chose que les principaux scientifiques avaient condamné. Il était également le PDG d'une société appelée Elpis RMO et d'une autre société appelée Om Geneom. Les cofondateurs des 2 sociétés sont des acteurs et des politiciens qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Si ce n'était pas assez bizarre, dans sa page à propos, James a écrit qu'il avait établi une société de cellules souches en 1999 pour développer un remède pour son fils Jimmy. Jimmy n'aurait eu que 3 ans à l'époque et beaucoup croient qu'il a souffert d'une maladie génétique dégénérative toute sa vie. Le consensus est que James a tiré parti de l'état de son fils à son avantage depuis 2015. Mais d'autres croient que James souffre d'une forme de maladie mentale. Niveau 7. You/SmartSchoolBoy9. En 2021, une série de pages Instagram bizarres sont apparues en ligne. La première était Truthsticks11, une page gérée par un garçon de 12 ans et sa mère. La première vidéo ressemblait à une photo modifiée d'un jeune garçon, puis elle est passée à un autre visage qui était beaucoup plus grand et blanc, avec des lèvres rouges pulpeuses et une langue sortante. Dans une vidéo bizarre, il semblait dénoncer des hommes se faisant passer pour des garçons, ce qui était plutôt ironique. So, that's the account run by a man pretending to be a boy. Un compte similaire était GirlChloé12. Bien qu'il ait écrit qu'il appartenait à Stéphanie, une fille de 13 ans, il s'est avéré que c'était un homme. Ce n'était pas long avant que cette page soit liée à une autre appelée SmartSchoolBoy9. Il s'habillait également en uniforme scolaire, se peignait le visage en blanc, mettait du rouge à lèvres rouges et sortait la langue. Alors qu'il faisait un tas de vidéos à la maison, il sortait également habillé comme ça et irait dans les aires de jeu. Et il publierait des photos comme s'il était encore à l'école. Il suivait un tas d'enfants et publiait des photos d'enfants qui n'apparaissaient nulle part ailleurs. Bientôt, le concerné commencerait à envoyer des messages privés avec ses photos. Ce n'était pas long avant que la chasse ne commence. Wallahi, that's him! Schoolboy9! Wallahi, that's him! Schoolboy9! Oi, oi, oi! À partir de petits bouts qu'il avait laissé tomber dans ses vidéos, les détectives d'internet ont découvert qu'il était un homme de 59 ans nommé David Alter, qui vivait à Londres. Il est toujours en ligne et est actuellement lié à 13 de ses pages. Mais la police enquête sur lui. Sad Satan. En 2015, un jeu décrit comme le jeu le plus effrayant qu'Internet ait jamais vu est apparu sur Internet. Il avait été trouvé sur le dark web. Il s'appelait Sad Satan et a gagné en notoriété après avoir été présenté sur une chaîne YouTube appelée Obscure Horror Corner. Dans le jeu, le joueur a une vue à la première personne alors qu'il marche dans un couloir en forme de labyrinthe. Il n'y a pas de but ni de victoire dans le jeu. Uniquement des personnages qui ressemblent à des enfants se tenant ci et là. Comme de nombreux jeux d'horreur, il avait une musique très tranchante, mais il y avait aussi des enregistrements de meurtriers et de prédateurs d'enfants comme Charles Manson et Jimmy Savile. Ainsi que des discours de Hitler ralentis. Il y avait aussi des images de jumpscares. Parfois, c'était des photos de personnalités politiques comme John F. Kennedy avant son assassinat. Mais la plupart du temps, les images faisaient directement référence à des abuseurs d'enfants comme des photos de Jimmy Savile et Rolf Harris, entourés d'enfants.
Il y avait aussi la photo du meurtrier japonais, cannibale, et nécrophile Tsutomu Miyazaki. Obscure Horror Corner avait inclus un lien vers le jeu dans la description, mais le lien n'a jamais abouti. Le propriétaire de la chaîne était Jamie Farrell. Il a ensuite admis qu'il avait mis un mauvais lien parce que la version originale du jeu était remplie de pornographie infantile et révélé que la version du jeu qui avait été téléchargée n'était pas la vraie. Pendant longtemps, beaucoup de gens pensaient que Jamie avait fait le jeu, peut-être pour faire grandir sa chaîne. Quelques jours plus tard, un lien de téléchargement pour le jeu a été publié sur 4chan par un utilisateur appelé ZK. ZK a tagué cette vidéo comme étant le jeu original. Dans cette version, les images étaient de cadavres mutilés, d'enfants qui étaient morts horriblement et même de pornographie infantile, incluant une femme adulte sur une petite fille. Ceux qui ont continué à télécharger le jeu se sont ensuite plaints de logiciels malveillants sur leur ordinateur. Le FBI a même enquêté sur le jeu et interdit tous les liens de téléchargement. Avançons en 2017. Un homme nommé Gary Graves du Texas, aux États-Unis, a été arrêté pour des accusations de pornographie infantile. Gary avait une chaîne YouTube appelée à l'origine Skerberzike et avait publié une vidéo depuis supprimée intitulée Sad Sad Satan. Pourrait-il être le même ZK qui a mis le jeu sur 4chan ? La plupart des gens supposent qu'il l'était.